C'était intéressant comme expérience, ça m'a forcé aussi à écrire sous un autre registre, mais au bout du compte, est-ce que ça m'a vraiment attiré la notoriété ou des clients que j'avais besoin ou même le réseau pour propulser mon site? Non. Donc pour moi, la grosse erreur que j'ai faite à ce moment-là, c'est que vu que mon offre n'était pas claire, vu que mon offre n'était pas limpide et que je n'avais pas un positionnement déjà clair dans ma tête, je perdais mon temps à créer du contenu pour d'autres, alors que j'aurais dû focusser sur créer non seulement mon offre, mais créer du contenu pour moi-même uniquement et exclusivement. Et ensuite, une fois que l'offre est claire, là, c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment évaluer dans quels autres terrains de jeu on peut aller ou avec qui on veut s'associer ou des choses comme ça. Vous écoutez L'ambition au féminin, épisode 42. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment ça va aujourd'hui? Comme d'habitude, j'espère que vous allez bien. On est rendu à l'épisode 42 déjà sur le podcast. Je trouve ça quand même fou, considérant que c'est un podcast hebdomadaire. Dans 10 épisodes, ça va faire 1 an, ça va faire 52 semaines que je vous parle tous les lundis. Et je dois admettre que j'adore ça, j'adore les conversations qu'on a autour du podcast, les sujets qui me viennent, mais qui viennent surtout des questions que vous me posez, que ce soit sur les réseaux sociaux ou à travers les interactions que j'ai avec mes clientes ou des choses comme ça. Alors aujourd'hui, au menu, épisode solo, sur un sujet qui me trotte dans la tête depuis très très longtemps, surtout parce que je travaille beaucoup avec des entrepreneuses en démarrage et des personnes qui veulent augmenter leur visibilité, qui veulent augmenter leur réseau et avoir plus d'impact, plus de clout, un peu plus de reach aussi. Et donc, je veux parler des fameuses collaborations, partenariats, échanges de services, tout ce qui tourne autour du travail qui n'est pas nécessairement rémunéré de la façon traditionnelle, donc avec de l'argent. Je veux qu'on touche à la fameuse visibilité, donc tu travailles pour moi en échange de la visibilité. Je veux qu'on parle aussi de comment bien choisir ces collaborations gratuites pour soi, dans quoi on va investir notre temps si on ne va pas être rémunéré et comment est-ce qu'on peut justement éviter les pièges d'abus, les pièges de perte de temps et les pièges émotionnels aussi qui viennent avec le travail qui n'est pas traditionnellement rémunéré. Je trouve qu'il y a beaucoup d'enjeux qui sont très axés autour de l'entrepreneuriat féminin. Je vais vous donner ma propre petite opinion sur pourquoi je pense que c'est comme ça. Mais je veux commencer par peut-être définir un peu qu'est-ce que je vois comme collaboration, qu'est-ce que je veux dire exactement sur comment choisir ses collaborateurs ou ses partenaires. Parce qu'on va se le dire, quand j'ai lancé Aime ta marque en 2016, c'était un blog collaboratif. Et donc, je vais vous parler aussi un petit peu de cette expérience-là, mais aussi mon expérience, moi, à titre de collaboratrice sur d'autres blogs ou à titre de collaboratrice invitée dans des événements ou des choses comme ça. Alors, tout d'abord, collaboration, échange de services, affiliation, échange de visibilité. À quoi dire oui, à quoi dire non? Quand je parle de collaboration at large, on va dire que c'est, par exemple, je décide volontairement de prêter ma plume ou de prêter mon nom ou de prêter un travail à une autre entreprise pour de la visibilité, du reach, du cloud. Dans le fond, en échange que la personne mette mon nom sur un poster, sur un tableau, sur une publicité, sur son site web, etc.
que je puisse, dans le fond, dire j'ai été associée avec cette personne pendant tel nombre de temps ou sur tel projet. Généralement, les collaborations, comme on les retrouve aujourd'hui, sont très rarement payées. Souvent, quand on parle de collaboration, c'est justement pour parler, tu sais, c'est pas un mandat, c'est pas un contrat, c'est pas un partenariat, c'est vraiment, OK, ben on va se mettre ensemble parce qu'on a un objectif commun et puis, bon, j'ai une plateforme et toi, t'as un talent et on va se mettre ensemble pour créer quelque chose de nice et éventuellement, ben tout le monde va en retirer son compte parce que, tu sais, toi, on va plus voir, let's say, ton travail et moi, ben je vais pouvoir bénéficier, dans le fond, de ce que tu apportes comme plus-value. Quand on parle d'affiliation, là, je veux juste faire un petit tour des termes. Là, il y a de la rémunération qui est pas nécessairement traditionnelle dans le sens que, bon, je fais du travail et je suis rémunérée. Les affiliations, il y a plusieurs types de façons de faire de l'affiliation, mais souvent, ce que ça veut dire, c'est que tu vas vendre mon produit et pour chaque vente que tu vas faire, tu vas recevoir une commission de X. Je vais vous expliquer peut-être si j'ai le temps pourquoi je pense que, bon, il y a des façons de faire des bonnes affiliations, des façons d'en faire des moins bonnes. Et naturellement, ben il y a tout ce qui est des échanges de services. Et là, on parle de je vais faire mon expertise pour toi en échange de ton expertise que tu fais, tu pourrais le faire pour moi, comme par exemple, bon, je te fais une stratégie marketing en échange de un bundle de 10 photos professionnelles qu'on prend dans tel contexte. Donc ça pourrait être un exemple d'échange de services. Il n'y a pas d'échange d'argent, mais les services représentent un certain montant qui dans le fond, est partagé entre les deux personnes. Alors, est-ce que les collaborations gratuites ou les échanges de services ou justement vendre ces services à rabais ou les vendre de façon non rémunérée, c'est un passage obligé pour une entrepreneur? Et là, sur ça, je voudrais juste référer à un excellent épisode de podcast sur le podcast Les Instigateurs que je vais mettre dans les liens, dans les show notes de cet épisode. C'est l'épisode 30 sur les instigateurs qui s'appelle « Doit-on vendre ses services à rabais quand on se lance? » Et je vous avoue que j'ai été beaucoup inspirée par cet épisode-là pour réfléchir autour de ma propre façon de faire des collaborations, mais aussi ma propre façon de juger si oui ou non je devrais donner le bénéfice du doute à la personne qui m'invite à faire encore un autre truc gratuit, parce que je vous le dis, ça arrive très souvent. Et c'est seulement cette année, après 4 ans d'existence, que je me sens très à l'aise maintenant de pouvoir filtrer les choses que j'ai envie de faire versus les choses que j'ai pas envie de faire. Je vous avoue que je me fais encore avoir avec des projets dans lesquels je me fais embarquer et puis ça me rapporte absolument rien. Ça me rapporte absolument rien. C'est juste de la perte de temps. Et puis je sais que bon, là, ça fait quand même un bout que j'existe. Je veux dire, mon blog a quand même une certaine notoriété et j'ai quand même, tu sais, des followers et des choses comme ça. Donc, de plus en plus, je reçois ce genre de demandes que j'ai l'impression de gens que je connais absolument ni d'Ève ni d'Adam. Et puis, ça finit par juste paraître qu'ils veulent simplement que je puisse faire la promotion de leur truc, dans le fond, puis que je leur donne du contenu quand même de qualité, de façon gratuite, alors que j'ai aucune promesse de recevoir quoi que ce soit en échange. Alors, comment juger si une collaboration vaut la peine? Je vais d'abord, avant de vous parler de ça, vous parler un petit peu de mon expérience avec les blogs collaboratifs. Et bon, vous savez peut-être ou peut-être pas, mais moi, je suis une rédactrice de formation. J'ai un diplôme en rédaction professionnelle, en plus d'avoir une maîtrise en littérature, blablabla, blablabla. Moi, je pensais que j'allais devenir rédactrice, que j'allais écrire, tu sais, pour le web ou des choses comme ça. Ça n'a pas duré longtemps, cette phase-là, mais au moment où est-ce que ça a commencé, je me suis dit, bon, aime ta marque, je suis en train de le lancer, je vais écrire sur mon blog, j'ai besoin de trafic sur mon blog parce qu'éventuellement, je vais avoir des services que je n'avais pas encore élaborés. Et ça, c'est important parce que mon positionnement, mon offre de service était pas clair quand j'avais lancé Aime ta marque. Tout ce que je savais, c'était je vais faire un blog pour aider les femmes professionnelles et les entrepreneurs à utiliser le pouvoir du branding personnel, à mieux communiquer leurs valeurs, etc., etc. Donc, j'avais la mission du blog, mais je savais pas exactement comment ça allait se traduire en service. Alors là, je me suis dit,
ça me prend du trafic sur mon blog. Et mon premier réflexe a été, une chose que je pourrais faire, c'est aller écrire sur le blog de quelqu'un qui a beaucoup de trafic et ensuite, tu sais, une partie de ce trafic pourrait venir vers moi, puis si les textes sont bons, les gens vont être intéressés, ils vont vouloir en savoir un peu plus sur moi. Bref, la réflexion traditionnelle autour de je vais travailler en échange de la visibilité. Puis c'est comme ça que les gens aujourd'hui conçoivent la chose. On s'entend qu'en 2016, là, on était quand même assez tard, mais c'est encore pire aujourd'hui dans le sens que ces pratiques sont vues et connues et elles sont un petit peu essoufflées. Tu sais, même en 2016, ça commençait à s'essouffler parce que je veux dire, la visibilité que tu crées à ce moment-là, tu sais, c'est pas comme au début de l'Internet ou des blogs en 2002 ou en 2005 où est-ce que là, ça explosait, puis là, c'est comme, OK, c'était vraiment efficace. Mais rendu en 2016, la notoriété que tu pouvais créer via un blog collaboratif était beaucoup moindre, à moins que tu sois très, 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 très active sur un autre blog et que tu te fasses connaître comme une chroniqueuse, disons, pour Urbania ou pour des choses comme ça. Et puis que là, ensuite, tu sais, les gens s'intéressent justement à ton projet. Alors, moi, j'avais rejoint un blog quand même assez connu au Québec qui avait, je pense, quelque chose comme 360 000 visiteurs par an, qui est un énorme trafic et qui s'adressait majoritairement aux femmes. Donc, pour moi, je voyais un match dans les publics cibles et je me disais, je vais pouvoir leur parler spécifiquement de développement professionnel, de branding personnel. Puis, tu sais, bon, j'avais l'impression que ça prenait quand même de l'éducation autour de mon sujet avant de vraiment amener les gens sur Aime ta marque. La stratégie était que dans mes articles, naturellement, j'allais mettre des liens. Puis ça, on appelle ça la stratégie des backlinks quand vous pensez au SEO. C'est-à-dire, je vais écrire un article pour la publication, je vais rajouter des liens et les liens vont mener vers mon site. Donc, j'écris un article principal sur mon site et j'écris un article connexe qui va référer à mon article principal et donc essayer d'attirer du trafic qualifié de cette façon-là. Alors, on s'entend que moi, je suis une spécialiste du marketing et des communications. C'est pas comme n'importe qui arrive puis fait comme « Ah, j'aimerais ça écrire pour telle personne parce que je l'admire. » Tu sais, moi, j'avais une idée stratégique derrière la tête. Je voulais utiliser cette collaboration comme un levier, donc j'étais pas aussi investie et j'étais pas vulnérable face à ce que ça m'apportait comme notoriété ou comme visibilité parce que j'avais aussi une job, j'étais entrepreneuse à temps partiel à ce moment-là. En fait, est-ce que je peux vraiment m'appeler entrepreneuse si j'avais pas de service? Questionnement, je pense pas. Donc voilà, excusez, j'ai perdu le fil là, mais tout ça pour dire que j'étais quand même dans une position assez détachée face à cette collaboration-là et que j'avais toujours réfléchi à cette collaboration comme quelque chose qui n'était pas nécessairement qui était supposé me servir au bout du compte. Par contre, mon expérience avec cette collaboration-là a fait que le réseau ou les contacts que je croyais que j'allais pouvoir faire ne s'est pas du tout fait parce que j'étais pas dans la clique, j'étais pas dans les favoris, nanana. Il y avait beaucoup plus de travail, genre de... Tu sais, les valeurs de l'autre entreprise ne ressemblaient vraiment pas aux miennes. Puis finalement, au bout du compte, ça a été, je pense, quelque chose comme 6 ou 8 mois où je me suis sentie que j'ai perdu un petit peu mon temps, perdu un petit peu mon talent pour un résultat très, très, très mitigé, pour quelque chose que j'ai mis sur mon portfolio, mais qui m'a pas vraiment ouvert de porte ou ouvert de contrat. Donc, en rétrospective, tu sais, le temps que j'ai mis à... Tu sais, en plus, j'avais signé un contrat avec eux, il fallait que j'écrive un texte par mois, ou un texte par semaine, je m'en rappelle plus, il fallait que, tu sais, ce soit du contenu exclusif, blablabla, blablabla, puis eux, en échange, ils mettaient ma face et ma bio sur leur site. T'sais. J'ai jamais eu de statistiques non plus de combien de gens venaient voir ma bio, des choses comme ça. Bref. Tout ça pour dire, bon, c'était intéressant comme expérience. Ça m'a forcé aussi à écrire sous un autre registre. Mais au bout du compte, est-ce que ça m'a vraiment attiré la notoriété ou des clients que j'avais besoin ou même le réseau pour propulser mon site? Non. Donc pour moi, la grosse erreur que j'ai fait à ce moment-là, c'est que vu que mon offre n'était pas claire, vu que mon offre n'était pas limpide et que je n'avais pas un positionnement déjà clair dans ma tête, je perdais mon temps à créer du contenu pour d'autres, alors que j'aurais dû focusser sur créer non seulement mon offre, mais créer du contenu pour moi-même uniquement et exclusivement. Et ensuite, une fois que l'offre est claire, là, c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment évaluer dans quelles autres
dans quels autres terrains de jeu on peut aller ou avec qui on veut s'associer ou des choses comme ça. Fait que le travail de branding n'était pas suffisamment fait au début de mon entreprise pour me permettre de faire un choix éclairé par rapport à cette collaboration-là. Mini aparté, moi aussi j'ai eu des collaboratrices sur mon blog parce que je veux quand même que ce soit assez clair pour tout le monde. Certaines de ces collaboratrices m'ont demandé d'écrire sur leur blog en échange. Je trouvais ça fair. D'autres collaboratrices, moi, je faisais un appel. Dans le fond, comment je fonctionnais, c'est que je faisais un appel. Je disais, est-ce que vous voulez écrire pour Aime ta marque si la vision vous parle? Et puis, moi, mon objectif, ça avait toujours été je vais monétiser mon blog. Et puis, à un moment donné, je vais les payer mes collaboratrices. Parce que ça, c'est une autre chose que je me disais avec le blog collaboratif sur lequel j'étais. C'était comme, wow, ils ont 360 000 visiteurs, ils ont des pubs, ils ont tout un tas d'affaires. Puis tu payes pas les gens qui font ton contenu, t'as à peu près genre 80 rédactrices, là, tu sais, puis t'es pas capable de payer personne pour te faire du contenu pro. Genre, je trouvais ça weird quand même de baser une entreprise qui faisait du profit sur du travail bénévole. Puis moi, tu sais, je veux dire, je faisais pas de profit à ce moment-là, je faisais pas d'argent en fait parce que je vendais rien. Donc mon blog, c'était vraiment basé sur la valeur sur une cause commune, sur une vision commune, un travail commun, genre d'éducation qu'on voulait faire, vraiment, tu sais, de mettre en lumière des sujets qui étaient pas encore, qui étaient discutés, mais pas de la façon dont on voulait, bref. Et c'est là que, bon, j'ai eu autour d'une dizaine de collaboratrices qui sont venues, qui sont parties, et ça a été une super belle expérience que peut-être je vous parlerai dans un autre épisode parce que ça vaut quand même son propre... ses propres nuances. Et là, je trouve que, bon, j'ai rencontré des gens vraiment intéressants et ça m'a permis, moi, personnellement, d'exercer mon travail de rédactrice en chef, tu sais, de vraiment aller chercher est-ce que cette personne-là fit avec mon blog. Puis là, ça m'a fait me questionner sur mon ton, sur mon positionnement, sur comment est-ce qu'on développait la marque de Aime ta marque et puis comment est-ce que d'autres gens pouvaient aussi s'intégrer là-dedans. Donc, je pense, en général, que mes collaboratrices ont eu une bonne expérience parce que je voulais pas mettre de la pression, mais je vais pas m'avancer pour elles. Tu sais, j'ai essayé d'être le plus reconnaissante possible de leur travail. Je sais que c'était pas facile tout le temps. J'ai jamais essayé de leur mettre de la pression sur le travail, mais à un certain point, tu sais, ce modèle-là ne fonctionnait pas non plus. Puis je me sentais un petit peu minimal de leur demander, tu sais, je me serais jamais permis de leur dire, ah ben là, ton deadline est dépassé depuis, tu sais, blablabla, et tu m'as pas donné ton texte que tu fais complètement gratuitement dans tes heures, genre, tu sais, dans ton downtime. Bref. Petit aparté, parce que je voulais vraiment vous parler des collaborations sur des blogs pour dire que si vous voulez faire cet échange de visibilité-là, genre dans le sens que vous voulez écrire pour un blog, vous voulez vous faire connaître pour votre plume, faites très très attention à choisir avec beaucoup de justesse, beaucoup de réflexion avec qui vous allez écrire, tu sais. Là, il y a quelques blogs qui sont très populaires ici au Québec. Pas beaucoup, il y en a une poignée. Informez-vous. Si vous voyez que dans le fond, tu sais, vous êtes du cheap labor, faites très attention. By the way, je pense que j'avais écrit un article sur le cheap labor. Je vais vous le mettre sur le... je vais vous le mettre sur... dans les notes de l'épisode, ça s'appelait comme... mon aide bénévole n'est pas du cheap labor. Puis ça, c'était à un moment où est-ce que je me sentais particulièrement non reconnue pour mon travail bénévole pour cette publication. Donc, je le laisse en lien dans les notes. Alors... Des collaborations qui vont vous laisser amers, ça va exister. C'est vraiment ça qu'on veut éviter. Et puis la raison pourquoi je pense que ça se passe beaucoup dans les cercles de femmes, les cercles entrepreneuriats de femmes, ce truc de échange de services et de visibilité gratuite, c'est que on supporte un système d'entraide et c'est correct d'être généreux, c'est correct de s'entraider. C'est des valeurs qui sont pourtant très genrées, qui sont très... c'est comme si une femme non généreuse ou une femme qui ne veut pas aider n'est pas une femme, ou du moins, genre, est une femme dont on devrait se méfier. Il faut faire attention de pas se faire guilt-tripper à être plus généreux que ce qu'on est prêt à être. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'échanges de services, beaucoup de collaborations, de demandes de collaboration qui jouent sur ce petit effet émotionnel-là, de vouloir nous dire c'est pour une bonne cause, c'est la cause des, let's say, les femmes en affaires, et puis on a besoin de vos cerveaux, puis blablabla, puis tu sais, c'est du beau marketing, puis c'est du beau talk inspiratif. Mais après ça, c'est toujours de se poser la question, comment est-ce que cette personne fait de l'argent?
Est-ce qu'elle peut me rémunérer? Et pourquoi est-ce que je ferais ce travail non rémunéré pour elle? Et puis là, après ça, c'est pas une question de se mettre à dos la personne, mais vraiment d'ouvrir la conversation, de dire, écoute, moi aussi, mon temps, il est précieux, moi aussi, j'essaye de bâtir une entreprise. Est-ce qu'il y aurait une façon peut-être de partager des profits ou genre, tu sais, peu importe. Puis ça, je le vois aussi beaucoup avec toutes les industries comme l'industrie de la mode, l'industrie du mariage, où est-ce que les gens, ils font énormément de travail non rémunéré dans l'espoir qu'ils vont être dans un magazine, dans l'espoir qu'ils vont être dans une publicité ou des choses comme ça, dans un concours, et puis que là, ils vont avoir un influx de clients suite à ça. Mais malheureusement, ça crée beaucoup, beaucoup de frustration parce que c'est très rare que tu peux vraiment truster une autre personne pour faire la promotion pour toi. Petit truc à faire attention. Alors, 3 questions pour savoir comment juger si une collaboration en vaut la peine. D'abord, c'est quoi l'objectif qu'on veut atteindre avec cette collaboration? Est-ce que c'est de rentrer dans un nouveau réseau? Parce que ça, je vous avoue que ça peut être une bonne idée, tu sais, par exemple, OK, ben moi, j'aimerais ça qu'on commence à me connaître dans, je sais pas moi, la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Donc, je vais commencer à aller faire du bénévolat avec eux ou écrire des articles pour eux ou des choses comme ça, sachant que c'est un OBNL. Bon, là, je dis ça de même, là, j'imagine que c'est un OBNL, mais je ne sais pas. Et qui ne rémunère pas les personnes, mais ça va me créer un réseau dans lequel je veux m'immiscer. Donc, ça pourrait être un objectif. Est-ce que j'ai besoin de quelque chose pour mon portfolio? Et ça, j'avoue qu'au début, tu sais, moi, je n'avais pas de portfolio. Je voulais avoir des choses à mettre pour montrer comment j'écrivais de différents styles ou des choses comme ça. Donc ça, c'est stratégique de dire, je veux bâtir mon portfolio, donc je vais faire let's say, on se donne un maximum. On dit, je vais faire 5 pièces, soit à rabais, ou 5 pièces qui vont être gratuites. Mais après, c'est fini, là. Tu sais, c'est un contrat simplement pour mon portfolio. Et là, il faut être très clair, si vous faites un type de collaboration de ce type-là, que vous pourrez mettre l'œuvre que vous avez faite, ou, tu sais, là, je pense à, mettons, du graphisme, un logo ou des choses comme ça, dans votre portfolio. Ou un texte qu'il soit signé avec votre nom. Tu sais. Donc ça serait une condition de collaboration si ça, c'est votre objectif. Ou est-ce que c'est de la visibilité? Puis là, ben, on en a assez parlé. Je pense que c'est le pire des objectifs à avoir si vous voulez faire des collaborations gratuites. C'est la visibilité. Je pense que vous devriez focuser sur le portfolio et le réseau, sérieusement, pour créer des relations réelles avec des réelles personnes, au lieu d'espérer que, magiquement, à cause du trafic, les gens vont, tu sais, vous allez avoir une petite strate de population qui va venir après ça sur votre site web ou des choses comme ça. La visibilité, c'est ce qui crée le plus d'ego froissé aussi. Donc, je vous dirais quand même de faire très, très attention avec ça. Mais tu sais, comme je vous dis, si, par exemple, vous collaborez avec, Urbania, puis vous envoyez un texte là, puis vous êtes pas rémunéré, mais que finalement, tu sais, ça arrive sur le homepage, c'est quand même ça se peut que vous ayez du trafic vers votre site web, mais pour moi, ça serait plus un objectif de notoriété pour votre portfolio. Deuxième question sur comment juger si une collaboration en vaut la peine, c'est quel genre de travail est-ce que ça implique? T'sais, justement, est-ce que ça implique un article par mois, un article de 500 mots? Est-ce qu'il faut que vous fassiez de la recherche? Est-ce que, tu sais, combien d'heures ça va prendre par semaine? Et combien valent ces heures-là dans votre business aujourd'hui? Tu sais, moi, si on me demandait d'écrire un article par semaine puis que ça me prend 2 heures, mettons que c'est des articles de 500 mots, puis que moi, je sais que pour 2 heures, ben je vais charger entre, tu sais, 300 et 500 $, dépendamment du service que je vends, je fais une grosse fleur à la personne qui me demande de faire ce travail pour elle, tu sais. Surtout que, tu sais, je suis une rédactrice professionnelle qui a beaucoup, beaucoup d'expérience et des choses comme ça. Donc, il faut tout le temps transposer quand même cette collaboration-là en argent, combien ça vaut exactement, et non pas juste combien ça vaut en temps. Et troisièmement, est-ce que... bon, là, c'était vraiment de la rédaction, mais ça peut être aussi, par exemple, on vous invite à donner une conférence. Ça m'arrive beaucoup ces temps-ci. Ah, on veut faire une conférence web sur telle affaire, et puis on aimerait ça t'avoir, tu sais, on peut pas rémunérer nos gens, tu sais... Des fois, ils disent pas qu'ils peuvent pas rémunérer, là. Ils s'attendent à ce que tu saches que c'est pas rémunéré, puis moi, je dis tout le temps, je leur réponds, merci d'avoir pensé à moi, voici mes tarifs, tu sais, puis ils me disent, ah, mais non. Mais savez-vous, dans plusieurs cas, vous pouvez vous dire, tu sais,
cette cause-là me tient à cœur, j'aimerais ça participer. Je peux pas participer pro bono, malheureusement, parce que, par exemple, dans mon cas, je ne le fais plus. Mais, tu sais, je peux vous faire un tarif réduit parce que j'aimerais, tu sais, parler à vos gens, puis je pense qu'ils en auraient besoin, tu sais. Donc, oui, vos valeurs peuvent avoir quelque chose à voir là-dedans. Vous pouvez faire quelque chose, tu sais, parce que ça vous fait sentir bien, mais vous n'êtes pas nécessairement obligé de le faire gratuitement, tu sais. Il y a des façons aussi de négocier avec la personne. Puis là, ce que je voulais dire, c'est qu'avec les conférences, il faut pas oublier, tu sais, oui, c'est le temps de la conférence, mais c'est aussi le temps de préparation. Est-ce que c'est une conférence exclusive? Est-ce que vous allez devoir pratiquer? Puis est-ce que vous allez devoir vous déplacer? Là, maintenant, on se déplace pas parce qu'on fait tout en ligne, mais avant, il y avait cet enjeu-là. Alors, encore une fois, vous vous posez la question, est-ce que le travail que je vais devoir faire correspond aux objectifs que je veux avoir, puis est-ce que ça va me repayer à long terme? Est-ce que ça va correspondre à mon objectif d'augmenter mon réseau, de créer une bonne relation avec la personne, tu sais, qui organise l'événement? Tu sais, peut-être que je veux me rapprocher de cette personne, peut-être que je veux, tu sais, je veux dire, être dans son cercle, connaître ses amis ou des choses comme ça. Est-ce qu'on va pouvoir le mettre dans le portfolio? Probablement que oui, mais est-ce que ce portfolio-là va être cohérent par rapport à cette conférence-là? Et troisièmement, tu sais, moi, personnellement, des fois, quand on me demande de faire des trucs gratuitement et que je me dis, bon, OK, peut-être je vais avoir un peu de visibilité, tu sais, puis ça va me faire quelque chose pour que les gens parlent de moi, je réutilise du matériel qui a déjà été fait pour minimiser le travail que j'ai à faire parce que, justement, tu sais, je veux minimiser l'investissement que je fais moi-même par rapport à mon entreprise. Finalement, dernière question, c'est vas-tu avoir du fun? Est-ce que tu vas avoir du fun avec cette collaboration-là? Puis ça, je pense que c'est l'élément qu'on a le plus de difficulté à se rappeler parce que, bon, comme je vous parlais de ma première collaboration, moi, c'était un petit peu pénible, tu sais, je veux dire, ça a pas fini dans la joie. Tu sais, je veux dire, si vous devez faire une conférence puis vous êtes booké jusqu'aux oreilles puis vous vous faites pas rémunérer, vous allez pas avoir de fun, vous allez vous sentir que vous êtes en retard avec vos choses, tu sais. Fait que jugez aussi par rapport à votre comment on dit ça, votre état par rapport à tout ça puis dire, tu sais, est-ce que je vais aller faire un photoshoot gratuitement pour quelqu'un pour une table de mariage ou pour un nouvel événement? Est-ce que les gens avec qui je suis, tu sais, j'ai du fun avec eux, puis je passerai un après-midi avec eux, sans qu'on me parle de me payer quoi que ce soit? Donc ça, c'est une autre question à vous poser. Faut faire attention aux abus, dans le sens de réfléchir à comment la personne est rémunérée aussi. Puis là, ça me fait penser à tout ce qui est affiliation, justement. Puis là, ça, on parle d'un autre petit sujet, puis, tu sais, je veux dire, la spécialiste du marketing affilié, c'est Geneviève Gauvin, vous pouvez aller voir ce qu'elle fait ici au Québec, mais parlant de Geneviève, puis là, je vais le dire, moi, j'ai fait partie de son bundle catching à l'hiver passé, je me rappelle plus, c'était en février. Oui, c'est en février qu'on a fait le bundle catching, et puis ça a été la meilleure expérience de marketing affilié que j'ai eue de ma vie. Sérieusement, Geneviève a fait les choses comme il faut. Elle nous avait promis une commission non seulement sur les choses qu'on vendait, tu sais, mais elle nous avait donné aussi beaucoup de matériel promotionnel. Elle nous avait tout expliqué comment ça allait se dérouler. Donc, c'était très, très encadré. Et on avait reçu non seulement une commission sur ce qu'on vendait, mais aussi une commission sur un pourcentage des profits bruts de tout, parce que dans le fond, la logique, c'était que vous faites de la promotion pour moi, tu sais, vous les affiliés faites de la promotion pour moi, et puis toute cette promotion-là, ben ça va créer de la valeur commune, et donc vous y avez droit aussi, tu sais, vous n'avez pas juste droit au clic qui a acheté directement, tu sais, en plus que vous donnez genre de la valeur parce que vous avez enregistré des vidéos, vous avez fait des formations, vous m'avez donné accès, et puis c'est des choses qui ont beaucoup de valeur. Donc ça, c'était super bien fait versus d'autres types d'affiliations où je me suis fait approcher, où c'était comme bon, ben tu vas avoir ton lien, puis tous les clics, ils vont directement à toi, mais seulement 40%. Moi, je vais garder le 60%. Alors là, il faut se demander, tu sais, je veux dire, moi, je fais de la promo pour toi, je suis supposée, genre, en parler dans mes infolettes, je suis supposée déranger mon public pour ça, et puis je vais avoir quoi? 40$ sur ton 100$ pendant que tu te fais 60$ sur le contenu de, je sais pas moi, une vingtaine d'autres personnes ou une dizaine d'autres personnes, peu importe. Je pense que je mériterais quand même une petite part de ton budget marketing parce que
sérieusement, tu sais, c'est un petit peu unfair. C'est un petit peu unfair. Puis depuis que j'ai eu mon expérience avec Geneviève, ben j'accepte plus ce genre de petite affiliation que je trouve cheap dans un certain sens, parce que c'est comme, viens travailler pour moi gratuitement. Tu vas avoir une salle Zoom ou une plateforme dans laquelle je ne peux pas te promettre combien de gens vont venir, dans laquelle je ne te dirai pas combien de gens ont été invités. Et puis peut-être quelqu'un va acheter un add-on ou quelque chose de plus, et peut-être ils vont le faire via ton lien. Donc, moi, je trouve que ça, c'est le genre de formule qui demande beaucoup trop d'efforts de ma part pour que ça en bénéficie en termes d'investissement. Et je pense qu'il faut faire attention au modèle d'affaires derrière les événements dans lesquels vous acceptez de participer gratuitement, même si on vous promet, entre guillemets, de l'argent, mais là, on vous promet rien parce qu'on vous dit si tu vends rien, ben, t'auras rien, tu sais. Même chose avec, bon, ce que je parlais au début, tu sais, c'est un blog collaboratif, ils font beaucoup d'argent sur la pub, ils reçoivent des produits gratuits, pis des choses comme ça, mais moi, pourquoi je suis pas rémunérée, tu sais, c'est quoi la logique derrière tout ça, derrière le modèle d'affaires? Puis c'est là aussi qu'il y a des abus de pouvoir, bien souvent, parce que les gens qui vont accepter de travailler de façon non rémunérée, souvent vont le faire pour d'autres raisons qu'on a nommées au début, comme la notoriété, mais des fois aussi c'est pour un support émotionnel, c'est pour se sentir dans la gang, c'est pour se sentir respecté, c'est parce qu'elles ont des rêves de faire la même chose, tu sais, parce que elles sont admiratives ou des choses comme ça. Et puis et ça, c'est dangereux parce que ça vient chercher des gens qui sont en position de vulnérabilité. Et si vous sentez que vous n'êtes pas solide, justement, dans les collaborations que vous faites, puis que vous le faites soit pour être apprécié, aimé ou autre, de vraiment vous poser la question, est-ce que c'est le bon moment pour vous en ce moment d'investir du temps dans l'entreprise et le succès de quelqu'un d'autre au lieu de dans le vôtre? Ça, c'est une question quand même que je veux mettre de l'avant. Je pense que on gagne toutes à s'entraider, à partager notre contenu quand on considère qu'il est bon, le contenu des autres. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai des amis de business c'est sûr, ils ont pas besoin de me payer pour que je parle de leurs produits et vice-versa. Quand je vais les voir puis je fais un lancement, est-ce que tu peux juste notifier ta communauté parce que je pense qu'on a des, tu sais, on a des overlaps, il y a des gens dans ta communauté qui pourraient être intéressés et vice-versa. Là, j'ai aucun problème avec ce type d'entraide-là, mais c'est vraiment, tu sais, ou comme par exemple, tu sais, une de mes amies va m'inviter dans son membership pour que j'aille faire une conversation, et puis dans 3 semaines, ben moi, je l'invite sur le podcast, puis elle vient me donner son temps aussi, tu sais, donc il y a ce type d'échange-là, mais qui est issu d'une réelle relation qu'on a créée au fil du temps, et aussi d'un fit de personnalité, et un fit de valeur, et un fit de qualité au niveau de nos business. Il y a des alternatives à la gratuité. Il y a des alternatives à la gratuité, comme par exemple, comme je vous ai expliqué, tu sais, OK, ben non, je fais pas de conférence gratuite, mais je peux vous faire un rabais, c'est quoi votre budget ou des choses comme ça. Justement, dans le type des affiliations, d'accord, je peux j'en faire la promotion, mais j'aimerais avoir un pourcentage des ventes finales ou des choses comme ça qui sont beaucoup plus fair. Ou, encore une fois, bon, je vais terminer peut-être avec l'idée des échanges de services, parce que ça fait beaucoup partie de la culture du gratuit, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont réussi à avoir des choses intéressantes de cette façon-là, mais il faut faire attention avec les échanges de services. Récemment, je me suis fait approcher par 2 personnes, en fait, 2 personnes dans deux milieux différents qui voulaient avoir mes services, mais qui voulaient me payer avec leurs services. Et puis, je me suis vraiment cassé la tête à essayer de comprendre comment j'allais bénéficier de leurs services, parce que j'étais comme, OK, c'est cool, ils veulent vraiment travailler avec moi, mais ils semblent pas vouloir me payer, ils veulent me payer avec leurs services. Mais moi, personnellement, j'ai pas besoin de leurs services, tu sais, je veux dire, c'est comme si tu viens au magasin pour, je sais pas moi, acheter des pommes, puis là, t'essayes de me payer avec un maillot de bain, puis je suis genre, ben j'ai pas besoin de maillot de bain, j'en ai acheté un jour la semaine passée, tu sais. C'est un exemple weird, mais je viens de m'acheter un maillot de bain, fait que je l'avais en tête. Puis j'ai vraiment voulu aider la personne, puis là, je me suis sentie que je me suis comme un peu compromise, parce que j'ai dit, OK, ben je vais te donner 1 heure, donne-moi 1 heure, puis on va voir si ça fit. Mais tu sais, il y avait clairement un débalancement entre la valeur qu'il percevait dans mon service et la pertinence dans son entreprise.
et la valeur et la pertinence que moi je voyais de son service dans la mienne. Fait que je pense que pour les échanges de services, il faut vraiment faire attention. Puis c'est la même chose aussi, tu sais, je veux dire, moi, une graphiste viendrait puis me disait je prends j'aimerais avoir tes services en échange de graphiste. Je serais comme, je m'excuse, mais mes graphistes, je les choisis avec soin, genre, c'est pas juste un travail pour moi, c'est vraiment genre, j'ai besoin de quelqu'un qui comprend mon brand de A à Z, donc merci, mais non merci, à moins que ton style fit parfaitement avec ce que j'ai besoin, puis je vais pas m'inventer des besoins pour que tu puisses me payer, là, tu sais. Un échange de services que j'ai fait récemment, par contre, la personne qui fait le ménage chez moi avait besoin de mon aide avec la visibilité, ses réseaux sociaux, bref, ses communications. Moi, j'ai besoin de ménage. Ça, c'est un échange de services win-win parce que pour moi, de toute façon, j'allais le payer, là, ces services. J'en avais besoin. Donc, c'est vraiment d'évaluer. Est-ce qu'on est en train de juste se vendre à rabais ou est-ce qu'on est vraiment en train d'obtenir la valeur qu'on mérite pour notre travail? Je vais terminer en peut-être vous inviter à considérer comment est-ce que la culture du gratuit se manifeste dans votre industrie, se manifeste dans votre entreprise. Est-ce que c'est l'idée, justement, vous faites des lives dans votre groupe toutes les semaines, tu sais, vous avez un groupe Facebook, peut-être, qui ne génère pas de revenus. Est-ce que vous faites souvent des conférences gratuites? Est-ce que vous essayez souvent, genre, de monétiser, mais que vous n'y arrivez pas parce que les gens considèrent que ça devrait être fait gratuitement pour leurs beaux yeux? Comment est-ce que vous vivez avec cette vibe-là? J'aimerais vraiment beaucoup ça. Vous lire, vous entendre. Vous pouvez m'envoyer un petit message audio sur Instagram, par courriel, parce que je pense qu'il faut vraiment désamorcer beaucoup ce nœud qui est fait entre le profit, les services et la rémunération et cette obligation à la générosité qu'on semble s'être mise sur les épaules en tant que femme entrepreneur. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas être généreuse, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont pas avoir compris mon message. Je dis juste qu'il faut se questionner sur pourquoi est-ce que je me sens obligée, peut-être plus qu'un homme même, de paraître généreuse, de vouloir être la personne qui aide et de ne pas vouloir me faire payer pour mes services. Donc, je vous laisse là-dessus. J'espère que la réflexion a suscité quand même des choses chez vous. Et puis, je vous souhaite une belle fin de journée et on se parle très bientôt. Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamarque.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profites-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!